Netflix a diffusé sur sa plateforme le film Maison de Dynamite, sans spoilers. L'intrigue du film se concentre sur une urgence à la Maison Blanche après la découverte d'un missile balistique inconnu visant les États-Unis. Inconnu, car selon le scénario, le groupe de satellites américains n'a pas pu localiser précisément le point de lancement. Le missile balistique intercontinental vise finalement Chicago. 2 missiles intercepteurs sont lancés pour l'arrêter, sans succès. Ensuite, si vous le voulez, regardez le film. Il est captivant, mais sachez que, pour accentuer le drame, les auteurs ont introduit plusieurs inexactitudes et créé un scénario peu crédible. Premièrement, il est extrêmement peu probable que le système spatial américain d'alerte avancée contre les lancements de missiles balistiques, Space Based Infrared System, n'ait pas pu déterminer l'emplacement exact du lancement. Premièrement, elle est à 2 composants. La constellation de satellites équipés d'infrarouge est déployée sur des orbites géostationnaires, hautement elliptiques et en orbite terrestre basse. Deuxièmement, le tir d'un missile balistique intercontinental génère une émission thermique et infrarouge très intense, de plusieurs milliers de degrés Kelvin, aussitôt repérée par les satellites d'alerte précoce dotés de capteurs infrarouges. De nombreux satellites américains commerciaux ou semi-commerciaux en sont aussi équipés. Vous avez peut-être vu des images prises par les appareils de la National Aeronautics and Space Administration qui détectent des départs de feu dans différentes régions de la Russie après l'arrivée de drones ukrainiens. Théodore Postal, professeur de sciences, technologies et politiques de sécurité nationale au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré dans un commentaire aux journalistes: le système Space Based Infrared System détecte le lancement de missiles à travers les nuages grâce à des longueurs d'onde où ceux-ci n'absorbent pas l'infrarouge, ce qui permet d'identifier le lieu de lancement, probablement avec une précision d'environ 1 km à la surface terrestre. Concernant l'incapacité à détecter le lancement de missiles dans Maison Dynamite, le professeur a affirmé: il est faux de dire que nous ignorons son origine. L'Ukraine découvre quotidiennement les tirs de missiles balistiques russes grâce au système satellitaire Space Based Infrared System, mais comme vous le comprenez, un Iskander par exemple dégage beaucoup moins de chaleur au lancement qu'un missile balistique intercontinental. De plus, la station radar du système Terminal High Altitude Area Defense déployée en Corée du Sud et la défense anti-missile coréenne Korea Air and Missile Defense auraient rapidement détecté le point de lancement. Selon le scénario du film, un missile balistique intercontinental est lancé depuis quelque part dans la région du Pacifique, mais au Pentagone, on ne sait pas exactement qui l'a lancé. Bien sûr, il y a une possibilité que le missile ait été lancé depuis un sous-marin, mais selon le scénario du film, le lancement a eu lieu depuis la région de la mer du Japon. Bien que les détroits de cette zone équatoriale soient surveillés par un réseau japonais multicouche d'hydrophones de fond, il est impensable qu'un sous-marin stratégique s'y soit retrouvé par surprise. D'ailleurs, grâce à leur système d'information et de gestion, les États-Unis savent toujours à peu près dans quel secteur se trouvent les sous-marins porteurs de missiles balistiques. Nous aborderons aussi la probabilité, qualifiée de 50-50 par les scénaristes, qu'un missile balistique intercontinental soit intercepté, mais plus tard. Cette vidéo ne constitue pas une critique de cinéma hollywoodien, c'est autre chose. Il s'agit de l'essai du missile de croisière à portée illimitée Bourevestnik, doté d'une installation énergétique nucléaire, un engin unique que personne d'autre au monde ne possède. Essai réussi du nouveau missile de croisière Bourevestnik à propulsion nucléaire. C'est une nouvelle escalade de Poutine et un pas vers la destruction de la doctrine de dissuasion nucléaire. La technologie n'est pas nouvelle et le concept du Bourevestnik reste discutable, comme nous en avons parlé il y a 7 ans. Il ne s'agit pas seulement de l'efficacité de ces missiles de croisière, mais aussi de l'introduction d'une nouvelle variable dans l'équilibre nucléaire. C'est précisément pour cette raison que je me suis attardé en détail sur le film Maison de Dynamite et sur le scénario qui y est présenté, dans lequel les États-Unis, confrontés au lancement d'un missile balistique intercontinental, ne savent pas exactement qui a procédé à ce lancement. La capacité de Washington à identifier la source de l'attaque détermine la nature et l'ampleur de la riposte. Dans le schéma classique de la dissuasion nucléaire, tout est clair. Si la Russie tire des missiles intercontinentaux depuis des silos ou des sous-marins nucléaires, les États-Unis les détectent aussitôt via leurs satellites et répliquent avant que les missiles russes n'atteignent leur cible. Désolé de rappeler l'évidence, mais certains ne saisissent peut-être pas le principe de la dissuasion nucléaire. En bref, les puissances nucléaires ne lancent pas de missiles parce qu'une riposte arrivera avec une probabilité de 100% dans les 30 minutes suivant leur lancement. Mais l'apparition en Russie de missiles de croisière Bourevestnik avec une ogive nucléaire bouleverse cette logique. En théorie, j'insiste, le lancement de ces missiles pourrait se faire depuis le nord de la Russie.
Les satellites du système Space-Based Infrared System ne pourront pas le détecter, car le lancement de missiles de croisière n'est pas accompagné d'une forte émission thermique, comme c'est le cas avec les missiles balistiques intercontinentaux. Grâce à une portée de plus de 10 000 km, les Bourevestniki pourront suivre une trajectoire polaire, en contournant le relief du terrain et en évitant les stations radar fixes. En théorie, les Bourevestniki peuvent atteindre le territoire américain et frapper bases de sous-marins, silos de lancement, postes de commandement et centres de communication. De plus, les systèmes d'alerte précoce américains n'auront pas le temps de les détecter, rendant la frappe inattendue. Ainsi, Washington n'aura pas le temps de réagir, contrairement à un tir massif de missiles balistiques intercontinentaux russes. En fait, ce que je viens d'énoncer, c'est un nouveau concept de première frappe de désarmement. Vous vous souvenez, nous en avons parlé dans l'une des vidéos. À l'époque, nous avions simulé une frappe préventive américaine contre la Russie avec des sous-marins. Mais désormais, Moscou pourrait théoriquement miser sur un tel scénario grâce aux missiles de croisière Bourevestnik, capables d'atteindre tout État américain. En termes de portée, le Bourevestnik a, comme on le sait, surpassé tous les systèmes de missiles connus dans le monde. Je pense que les spécialistes étrangers ont également pu s'en rendre compte, car dans la zone et au moment des essais du Bourevestnik, le 21 octobre, un navire de renseignement de l'OTAN était constamment présent. Nous n'avons pas entravé son travail. Qu'il regarde... Il y a 7 ans, je me suis moqué de la fusée de Poutine. Aujourd'hui, je vais refaire pareil, mais plus tard. Car il y a 7 ans, on n'avait pas l'impression que Vladimir Poutine comptait vraiment gagner une guerre nucléaire grâce au Bourevestnik. Une guerre dans laquelle, comme on le sait, il n'y a pas de vainqueur. Mais aujourd'hui, ce sentiment n'existe plus. En 2019, la Russie organise l'exercice Grom 2019 impliquant toute la triade nucléaire. Des missiles sont lancés depuis des complexes mobiles au sol, des avions à long rayon d'action et des sous-marins nucléaires. Moscou juge l'entraînement des forces de dissuasion réussi. Un an plus tard, l'Institut d'études de la paix à Oslo publie un rapport. Dans ce rapport, les analystes concluent que les exercices Grom 2019 n'étaient pas seulement une démonstration de force, mais faisaient en partie d'une nouvelle doctrine militaire où la Russie revoit l'arme nucléaire comme un outil possible pour mener et terminer une guerre à grande échelle. Plusieurs facteurs l'indiquaient. D'abord, lors de ces exercices, la Russie associait ses forces stratégiques à des systèmes tactiques conventionnels, auparavant réservés aux scénarios non nucléaires. Les analystes ont relevé que ces systèmes servaient à des exercices dépassant la portée des entraînements ou démonstrations de dissuasion habituelles. Autrement dit, le rapport indique clairement que Grom 2019 n'était pas une vaste opération de communication de Vladimir Poutine destinée à intimider le monde, mais une véritable préparation à utiliser la composante nucléaire en combinaison avec des systèmes tactiques en cas de guerre, pour laquelle la Russie se préparait. Les docteurs S-sciences norvégiens ont tiré la conclusion suivante. La Russie revient à considérer l'arme nucléaire comme un instrument de coercition, et non plus seulement comme un moyen de dissuasion. Grom 2019 est devenu le reflet de la renaissance du militarisme nucléaire dans la culture stratégique russe, ce qui augmente la probabilité d'erreurs de calcul et d'escalade même lors de conflits locaux. Autrement dit, déjà en 2020, les analystes écrivaient qu'il semblait que Poutine en annonçant la possession de nouveaux types d'armements. Le dictateur du Kremlin a annoncé le missile Bourevestnik dès 2018. Il ne compte pas simplement dissuader l'ennemi d'un conflit avec la Russie, il compte gagner une guerre nucléaire. Chaque mot a son importance car il s'agissait précisément de la possibilité de contourner les lignes d'interception. Pourquoi avons-nous fait tout cela? Pourquoi en avons-nous parlé? Comme vous pouvez le constater, nous n'avons fait aucun secret de nos plans, nous en avons parlé ouvertement, avant tout pour inciter nos partenaires à engager des négociations. Malgré tout, la Russie demeure la principale puissance nucléaire. Non, personne n'a vraiment voulu discuter avec nous. Personne ne nous a écoutés. Écoutez-nous maintenant. En 2020, les conclusions des employés de l'Institut d'Oslo paraissaient trop alarmistes. Pour beaucoup, moi y compris, Poutine paraissait amateur de provocations et d'opérations spéciales, mais pas prêt à détruire le monde. Aujourd'hui, voici une affirmation d'un rapport d'il y a 5 ans. Moscou montre une volonté accrue d'utiliser l'arme nucléaire lors de crises, même face à des menaces non nucléaires. Cela sonne comme une prophétie, et en effet, jugez-en par vous-même. Le 23 octobre, Poutine lance depuis Plesetsk un missile Yars vers un site d'essai au Kamtchatka, donc vers les États-Unis.
Le 26 octobre, il annonce le succès du test du missile Bourevestnik, confirmé par l'OTAN. Le 29 octobre, il menace avec le drone Poséidon, pouvant transporter une ogive mégatonne. Donald Trump, président américain, ne réagit pas du tout. Il affirme qu'ils ont aussi des sous-marins. Plus tard, sur son réseau social, il annonce soi-disant des essais nucléaires, inexistants depuis les années 90. En réalité, il s'agissait d'un essai sous-critique, donc pas nucléaire. De tels essais ont aussi eu lieu en 2024, rien de nouveau. Ensuite, les États-Unis procèdent à un essai de missile balistique intercontinental Minuteman depuis la Californie en direction de la Micronésie, c'est-à-dire pas en direction de la Russie. Cependant, ces exercices ne peuvent être liés à la récente escalade nucléaire, car ils sont réguliers et planifiés de longue date. Tout cela est décrit plus en détail sur ma chaîne Telegram. J'en profite pour vous demander à tous de vous y abonner. Le lien est dans la description. Et voilà, le même jour, Vladimir Poutine apparaît et nous entendons ceci. À cet égard, je charge le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les services spéciaux et les agences civiles de soumettre des propositions coordonnées concernant le possible début des travaux pour la préparation des essais d'armes nucléaires. Au Kremlin, on sait que les États-Unis ne veulent pas relancer les essais nucléaires pour l'instant. De plus, la rhétorique de Trump manque clairement de détermination. Face à un nouveau missile remettant en cause la dissuasion nucléaire, le 47e président a réagi par un post sur les réseaux sociaux. Bien qu'il soit évident que Poutine cherche l'escalade, on ne peut exclure que tout cela fasse partie d'une opération d'information pour intimider les alliés de Kiev. Cependant, il est impossible d'ignorer le simple fait de l'apparition du Bourevestnik et la rhétorique qui a suivi du dictateur du Kremlin. En effet, il s'agit d'un nouveau niveau d'escalade qui, sans aucun doute, rapproche le monde d'un conflit nucléaire. Et ici, la principale question était la suivante. Vladimir Poutine ne pense-t-il pas lui-même qu'il est capable de gagner, selon lui, une guerre nucléaire inévitable ? Et à cette question, nous n'avons pas de réponse précise. Il affirme depuis les tribunes que les nouveaux armements russes sont, comme toujours, sans équivalent. Ils sont les plus révolutionnaires et bien supérieurs à tout ce que possèdent les adversaires. Et là, tu restes assis à te demander s'il comprend que tout cela est absurde et s'il bluffe simplement. Ou alors, comme avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, il est convaincu qu'il remportera une victoire facile parce que quelqu'un lui a apporté dans des dossiers des informations rassurantes. Et là, je ne miserai pas tout mon argent sur la première option. C'est ce que tout le monde dit. Que se passe-t-il si nous appliquons quelque chose quelque part ? Des parias, non ? Les gars, ils feront la queue pour être nos amis, car on s'allie avec les forts. Ils feront la queue, pour éviter qu'à l'avenir, quelqu'un subisse encore un coup sous ce dôme nucléaire. En réalité, le concept d'utiliser le Bourevestnik, objet de tant de propagande, reste très discutable. Les États-Unis peuvent-ils repérer un tir massif de missiles de croisière depuis un autre continent ? Encore une fois, en théorie, c'est assez difficile à faire, mais déjà en 2022, le Office national de reconnaissance américain, l'Office national de reconnaissance, a signé 5 contrats avec 5 entreprises disposant de satellites commerciaux équipés de radars à synthèse d'ouverture ou radars à synthèse d'ouverture en abrégé. Vous connaissez probablement les principes de leur fonctionnement. Les satellites émettent vers la surface de la Terre de courtes impulsions de rayonnement micro-ondes et enregistrent les échos réfléchis, ce qui donne ce genre d'image. Nuages, brouillard ou pluie ne les gênent pas. Ils peuvent donc repérer les mouvements de matériel et surtout les lancements massifs de missiles de croisière. C'est pourquoi il est très probable que le lancement des Bourevestnik soit détecté à l'avance. La vitesse du nouveau missile de croisière russe atteint 800 à 1000 km/h. L'United States Air Force aura 6 à 8 heures pour faire décoller ses chasseurs et intercepter les missiles de croisière. La 354e escadre de chasse de la base aérienne d'Eyelson sera la première à intervenir. Alaska. L'escadre compte 54 F-35 avec des ravitailleurs KC-135R qui sont également basés sur cette base aérienne. Jusqu'à 40 chasseurs F-22 décolleront ensuite de la base aérienne Richardson que Vladimir Poutine a récemment visitée. La salve totale de ces chasseurs seulement 536 missiles RR. Je comprends que ce que nous faisons en ce moment, c'est une modélisation verbale de processus si complexes qu'on ne peut les confier qu'à un super ordinateur capable d'envisager plusieurs scénarios. Wargamov. Mais nous discutons simplement du concept. Plus un missile reste en l'air, plus il risque d'être abattu, et les États-Unis ont tous les moyens nécessaires pour cela. Et encore une fois, si le missile vole pendant 10, 12 ou 14 heures, vous avez le temps de le détecter.
Ce n'est pas un si grand avantage que ça. Je pense qu'un autre point important qui a poussé ce programme, c'est que c'est un système unique que personne d'autre n'a développé. Et c'est vrai. Mais comme je le dis souvent, c'est surtout car l'utilité militaire d'un tel système reste faible. L'Ukraine ne peut pas utiliser l'aviation de chasse comme défense anti-aérienne sur la plupart de son territoire à cause des missiles russes longue portée. Et pourtant, elle affiche un pourcentage d'abattage qui n'est pas si faible. Imaginez, 2 bases aériennes américaines regroupent près de 100 chasseurs de 5e génération. De là, 2 Boeing E-3 Sentry peuvent aussi rapidement décoller pour la détection et le commandement. En même temps, les États-Unis ont plus de 6 heures pour intercepter les subsoniques. Quel sera leur taux d'interception, sans compter la flotte, les intercepteurs canadiens, etc. C'est pourquoi, encore une fois, théoriquement, excusez-moi de répéter ce terme, mais vous avez pu voir que notre modélisation simple est parfois juste. Néanmoins, pourtant, l'idée d'un missile de croisière nucléaire comme moyen de dissuasion reste discutable. Alors que Vladimir Poutine continue d'affirmer qu'il s'agit d'une arme de pointe sans équivalent. C'est tout de même un produit unique que personne d'autre dans le monde ne possède. Je suis d'accord, le Burevestnik est vraiment unique. Voilà pourquoi on peut se demander pourquoi ni les États-Unis ni la Chine n'ont tenté, depuis 2018, de développer leur propre Burevestnik, c'est-à-dire un missile à propulsion nucléaire. En réalité, toute bonne arme a toujours des équivalents. C'est en quelque sorte une loi. Vous ne pensez pas que Pékin et Washington sont incapables de créer un moteur nucléaire pour un missile de croisière, en tenant également compte du fait que de tels développements existaient aussi bien en Union des républiques socialistes soviétiques qu'aux États-Unis. À mon avis, le concept d'un missile de croisière à très longue portée avec moteur nucléaire n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui est encore plus insensé ? C'est de la considérer comme un outil pour une première frappe de désarmement. Bien sûr, l'essentiel est de savoir si Poutine croit vraiment au Burevestnik et à ses capacités, ou si ce n'est qu'une fanfaronnade destinée aux Occidentaux. Dans la maison de la dynamite, le principal rebondissement survient lorsque 2 missiles intercepteurs américains échouent à abattre un missile balistique inconnu. Comme le dit un personnage du film, la probabilité de l'abattre est de 50-50, mais c'est aussi inexact. En effet, sur 21 tests du GBI, seulement 12 ont été réussis. Cependant, ces essais ont eu lieu de 1999 à 2023 avec les premières versions des missiles intercepteurs. Par contre, la génération actuelle du GBI a abattu les 5 missiles lors des tests des 11 dernières années, et les scénaristes du film me suffisent aussi. Ils ont mystérieusement ignoré d'autres systèmes capables d'intercepter les ogives de missiles balistiques intercontinentaux, comme le Terminal High Altitude Area Defense et le PATRIOT. Le film n'en dit pas un mot. Donc, les États-Unis pourraient ne pas être aussi sans défense que le montre le film, et que Vladimir Poutine pourrait le penser. D'autant plus que la personne qui, à ce jour, a perdu au moins 13 stations radar dans la guerre contre l'Ukraine. Pour les systèmes S-400, qui sont un élément clé de la défense antimissile du pays, il se peut qu'en sous-estimant l'adversaire, il surestime ses propres forces. Bien sûr, Dieu nous en préserve, espérons que nous n'aurons jamais à découvrir si Vladimir Poutine bluffe en brandissant ses missiles les plus récents et en poursuivant sans crainte sa rhétorique nucléaire. Mais en voyant combien de fois il s'est trompé dans ses évaluations de la situation et en constatant à quel point l'armement russe, soi-disant sans équivalent, s'est souvent révélé de qualité médiocre, j'admets qu'il pourrait se tromper une fois de plus. J'espère juste que l'humanité stoppera le dictateur du Kremlin avant cela. Quelles seront finalement les conséquences d'une erreur ? Je l'ai déjà dit. Imaginez, il est 4h du matin. Moscou endormi, au centre de la mégapole, à une altitude de 500 mètres, une ogive nucléaire américaine d'une puissance de 200 kilotonnes explose. En un instant, tout ce qui se trouve dans un rayon de 2 km sera complètement détruit. 98% des personnes se trouvant à l'épicentre de l'explosion mourront. Compte tenu de la densité de population d'une ville aussi grande, cela représente environ 120 000 morts. En quelques secondes, dans un rayon de 2 à 11 km, environ une personne sur 2 mourra. Cela fait encore un demi-million de vies. Au total, 620 000 personnes, soit la population du Monténégro.
À l'intérieur d'une zone de 11 km de périmètre, la principale menace pour les gens sera la radiation. Il est difficile de calculer le nombre exact de victimes dues à son exposition. Mais les conséquences pour Moscou seront catastrophiques.